Bonjour à tous, nous revoilà aujourd'hui sur la face cachée de l'adoption. Nous sommes sur un épisode très spécial les amis. Et oui, c'est aujourd'hui que j'ai décidé de vous partager mon propre témoignage. J'ai envie que vous connaissiez un petit peu plus la personne qui vous présente, non, je dirais même qui vous anime tous ces épisodes de podcast. Même si j'ai une belle famille, l'adoption a fait beaucoup de ravages dans ma vie. On va découvrir tout ça maintenant. On va commencer par le commencement. Bonjour, je m'appelle Alexia et j'ai 20 ans. J'ai été adoptée en Guadeloupe par un couple de Guadeloupéens. Waouh, mais t'as trop de chance, t'as été adoptée par un couple de Guadeloupéens. Ça veut dire qu'ils ont la même ethnie que toi et la même culture que toi, mais c'est trop bien. T'as trop de chance. Ouais. Oui. Je vais pas vous dire le contraire. Oui, j'ai énormément de chance sur le fait d'avoir été adoptée par un couple de Guadeloupéens. Parce que du coup, je n'ai pas ressenti ce manque au niveau de ma culture. Je n'ai pas ressenti cette différence au niveau de ma couleur de peau. Mais par contre, on s'est arrêté que sur le fait qu'ils étaient Guadeloupéens. Mais on s'est pas arrêté sur le mot adoption. Qu'est-ce que l'adoption a fait en fait pour que je sois là à 20 ans en train de créer une chaîne de podcast qui s'appelle La face cachée de l'adoption? Comment j'ai fait pour en arriver là, pour vouloir créer ma propre association faite pour les adopter? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie pour que j'en arrive là? C'est parti. On va commencer où ma vie a basculé. À 14 ans. Mes parents, ce jour-là, étaient sur leur ordinateur. Ma petite sœur, qui avait 9 ans à ce moment-là, était dans sa chambre. Avec ma sœur, on a 5 ans d'écart. Et moi, j'arrive, donc c'était pendant les grandes vacances, j'arrive et je dis à mes parents, bon bah écoutez, la famille, hein, c'est le moment, j'ai envie de retrouver ma génitrice. Ah, il y a un mot qui t'a interpellé. Génitrice? Oui. Avant d'acquérir la maturité que j'ai maintenant, il faut savoir quand même qu'à 14 ans, j'utilisais beaucoup le mot génitrice et vous allez comprendre très vite pourquoi. Tout simplement quand même déjà que pour moi dire parents biologiques, ça crée un lien que je n'avais pas avec eux. Personnellement, je ne les connais pas, donc je ne pouvais pas me permettre de les appeler parents biologiques. Pour moi, c'est juste la personne qui m'avait mise au monde. Après, pourquoi je l'appelais génitrice, vous allez aussi très vite comprendre qu'est-ce que je ressentais à travers cette adoption. Et donc, ce jour-là, je vais voir mes parents et je leur dis bon bah c'est le moment. Donc je pense que mes parents à ce moment-là ils étaient quand même assez abasourdis. Je pense qu'ils s'y attendaient pas en fait, parce que c'est vrai qu'à 14 ans, on se cherche en fait. Donc d'un côté c'est normal et d'un autre côté c'est peut-être un peu trop. Moi j'ai toujours été une enfant qui savait où j'allais, c'est-à-dire que même si à un moment j'avais des doutes, j'avais toujours un plan B. Et je suis une personne très tenace, c'est-à-dire que même si on me dit non, pour moi c'est oui. C'est clair et net. Pour moi, c'était oui. Et donc, mes parents ne m'ont jamais, mais jamais lâché. Voilà. J'ai une famille très ouverte. Je les remercie d'ailleurs pour ça, parce que grâce à eux, j'ai pu en arriver là aujourd'hui, en fait. Grâce à mes parents, grâce à ma famille des deux côtés de chaque parent. Donc, je les remercie profondément parce que je sais qu'ils vont écouter cet épisode. Mes parents, donc ma mère a commencé à m'aider pour les démarches parce qu'à 14 ans, il fallait avoir l'autorisation parentale. Et donc, je commence par contacter la maison de l'enfance, donc mon orphelinat en Guadeloupe. Ils me disent de leur adresser une lettre. Donc, je dis OK, bon, je fais la lettre, etc. à la présidente. Et en faisant la lettre, c'est quand je la relis à l'heure actuelle que je me dis, mais en fait, ils m'ont demandé de faire une lettre de motivation. Parce que dans la lettre, ils m'ont demandé de dire mon âge, hein, ça c'est normal, hein, c'est tout à fait normal. Et de dire aussi pourquoi je voulais retrouver ma mère biologique. C'est vrai que, désolée pour ce soufflement, c'est vrai que au début je comprenais pas. Je me suis dit bon c'est normal, voilà. Faut se justifier, c'est normal. Mais c'est vrai que maintenant, quand je réfléchis avec ma mentalité de 20 ans,
je me dis, en fait, non, il y a rien de normal. Parce que c'est normal qu'une enfant adoptée veuille retrouver ses parents biologiques au bout d'un moment. Pas tout le monde, hein, bien sûr. Mais ça reste normal de vouloir savoir d'où on vient. Donc, non, ce n'est pas normal de demander une lettre de motivation pour se justifier, en fait. Enfin bon. Et donc, je fais cette lettre, du coup, signée. J'envoie aussi l'autorisation parentale signée des 2 parents. Les cartes d'identité de mes parents plus la mienne. Je leur envoie aussi... Non, c'est tout. J'ai tellement fait de papiers administratifs que je me suis perdue. Et donc après, j'appelle l'ASE. Donc je contacte l'aide sociale à l'enfance qui se trouve à Basse-Terre, donc une ville en Guadeloupe, qui me disent, eux, de contacter le CNAOP. Donc le CNAOP, c'est le Conseil national accès aux origines personnelles. Comme le nom l'indique, est censé, j'y viens, est censé vous aider à retrouver votre famille biologique. Je leur écris un mail. Voilà, ils me répondent tous au bout de peut-être 1 à 3 mois, je dirais à peu près. Voilà, sauf l'ASE qui ne répond jamais, mais alors jamais. Voilà, l'ASE n'a jamais répondu à mes mails. Et donc le CNAOP m'envoie une lettre de motivation, pas une lettre de motivation, pardon. Excusez-moi, m'envoie du coup un questionnaire où en fait je devais répondre comment je m'appelle, prénom, mes 3 prénoms, mon nom de naissance, sachant que moi à cette époque-là, pour moi je n'avais pas de nom de famille en fait. Quand j'étais orpheline, je n'avais pas de nom de famille. C'était clair, net, voilà. Pour moi, je n'avais aucun nom de famille. Et on m'avait aussi demandé de répondre à qui je voulais retrouver. Ma mère, mon père, les 2. Moi, j'ai misé les 2. On sait jamais. Si elle retrouve pas la mère, peut-être qu'ils vont retrouver le père. On sait jamais. Et donc, je me suis dit, on va cocher les 2. De toute façon, les 2 sont aussi importants l'un que l'autre, quoi. Moi, je pars pas du principe qu'il y a que la mère qui compte ou que le père, quoi. C'est les 2. Voilà, j'ai vraiment envie de connaître mon histoire de A à Z. Donc, s'ils peuvent me l'apporter tous les 2, autant le faire. Donc, je renvoie le questionnaire. À cette époque-là, j'étais déjà au lycée, donc j'étais en seconde à ce moment-là. Je renvoie le questionnaire. J'attends encore et encore, voilà. J'ai dû attendre. Oh là là, j'ai arrêté de compter. J'ai dû attendre 2-3 mois, je dirais, oui, parce qu'ils prennent énormément de temps à répondre. Et en plus, quand ils vous répondent pas, à aucun moment ils vous envoient un mail pour vous dire où votre dossier il en est. Donc c'est très très compliqué de communiquer avec eux. Donc à un moment, je décide quand même de les relancer pour savoir s'ils avaient trouvé quelque chose, une piste ou autre. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça a duré 3 ans. Donc toute mon année de lycée, je l'ai passée à remplir le même questionnaire en fait. Je l'ai rempli 4 fois le questionnaire. Je l'ai rempli quand même 4 fois. Au bout d'un moment, j'ai dit mais en fait stop quoi. Là j'en peux plus. Et pendant les 3 ans, je faisais des pauses de 6 mois, voire 1 an même, parce qu'en fait c'est quelque chose qui pèse énormément sur les épaules. Moi personnellement à cette époque-là, je n'avais pas encore le mental qu'il me fallait pour ces démarches-là. J'en pouvais plus, sachant que j'étais pas forcément accompagnée comme je le souhaitais. Ça a été très très dur pour moi de l'accepter, de voir que en fait cette organisation c'était des menteurs. Parce qu'un jour à cette époque-là, je devais avoir peut-être 16 ans, presque 17 ans, je dirais. Je me suis dit écoute Alexia, tu vas aller en fait devant le CNAOP et tu vas leur demander en fait ce que tu veux. Parce que un jour, je leur ai envoyé un mail et je leur ai dit est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous avec vous quoi. Et à ce moment-là, ils m'ont répondu, ils m'ont dit non déjà pour commencer et ils m'ont renvoyé le questionnaire une 4e fois. C'est à ce moment-là que en fait, je pense que j'ai un peu disjoncté dans ma tête. Je me suis dit là, ils sont vraiment en train de se moquer de moi. Et c'est pour ça que je me suis déplacée, parce que le CNAOP se trouve dans le 17e arrondissement, si je me trompe pas, dans le 17e arrondissement de Paris. Donc c'est très accessible pour moi, vu que j'habite en région parisienne. Le jour où je me suis rendue devant, parce que moi ce jour-là, j'étais toute seule. J'étais pas accompagnée, sachant qu'en plus je suis une personne quand même assez réservée, donc je raconte pas ma vie à tout bout de champ, quoi. Et les gens ne savaient pas forcément que je recherchais mes parents biologiques. Ils savaient que j'avais été adoptée, mais ils savaient pas que je recherchais mes parents biologiques parce que déjà d'une,
bah comme je vous l'ai dit, je suis très réservée et en plus de ça, j'avais très honte en fait d'avoir été adoptée. Mais vraiment très très honte. Je pouvais le dire parce que des fois j'avais pas le choix dans certaines situations comme par exemple aller chez le médecin, on me demande mes antécédents, bah je les connais pas, j'ai été adoptée. Voilà, il y a même une fois où le médecin que je suis partie voir a marqué sur l'ordonnance ne connaît pas ses antécédents, adopté. J'ai dit ah, en 20 ans d'existence, c'était la première fois qu'on me le fait. Enfin bref. Et donc oui, j'avais beaucoup de rancœur déjà par rapport à mon adoption parce que je comprenais pas. Ouais, je comprenais pas en fait qu'est-ce qui se passait, pourquoi moi, pourquoi pas quelqu'un d'autre. Pour moi, j'étais toute seule. Hein. Clairement, j'avais été toute seule. Pourtant, j'ai ma petite sœur qui a été adoptée, mais c'est vrai qu'on n'en parle jamais en fait. On n'en parle jamais. Pour moi, c'est ma sœur. Voilà. C'est pas une inconnue, c'est pas ma demi-sœur, c'est ma sœur. Ouais. Voilà, il y a pas de il y a pas de différence en fait. Nos parents, ce sont nos parents, on les appelle papa et maman. Il y a pas de différence à travers ça, pardon. C'est comme mon grand frère, bah, c'est mon grand frère quoi. C'est pas même si on n'a pas la même mère, c'est mon frère. Personne ne va me dire que c'est mon demi-frère. D'ailleurs, je le remercie parce qu'il m'a jamais traité comme quelqu'un de différente. Il aurait pu, hein, mais il l'a jamais fait. Il m'a vraiment traité comme si j'étais sa sœur biologique. Donc je le remercie de tout cœur. Et du coup, oui, moi j'avais extrêmement honte de dire que j'avais été adoptée parce que bah quand j'étais plus jeune, c'est vrai que quand j'avais tendance à le dire à tout bout de champ, qu'au début je trouvais ça stylé, ça me faisait pas de peine en fait, ça me faisait pas mal, voilà, c'était juste quelque chose, pour moi c'était normal. Ouais, pour moi c'était normal d'avoir été adoptée et tout, alors qu'en fait pas du tout. Que quand j'en parlais quand j'étais en primaire, en plus les enfants sont quand même extrêmement méchants sans le vouloir bien sûr, hein, mais ils le sont. On avait tendance à me dire mais du coup tes parents ce sont pas tes parents. Je dis bah si, ce sont mes parents, c'est eux qui m'éduquent. Donc si, c'est mes parents. Et sinon on me disait mais du coup t'es encore orpheline. Je dis non, je suis pas orpheline vu que j'ai des parents. Enfin, les gens ne comprenaient pas en fait ce que c'était l'adoption. Ils ne comprenaient pas, non. Pour eux, adoption et famille d'accueil, c'était la même chose. Sachant qu'en plus mes parents faisaient famille d'accueil, donc ça aidait pas. Donc ouais, ça a été très très dur au fur et à mesure des années. Après, j'ai fini par accepter mon adoption. De toute façon, bah, j'ai envie de vous dire, j'avais pas vraiment le choix. Hein. C'est comme si le mot adoption en fait adopter plutôt, était écrit sur mon front. Voilà, c'est quelque chose avec lequel je vais grandir et je vais mourir aussi avec. Hein. Même si on me traite comme une enfant bah, qui fait partie de la famille. Moi, on va pas dire que je sais d'où je viens parce que non, je le sais pas, mais je sais que, j'ai cette pancarte en fait qui me suit dans mon dos en me disant oui, mais tu restes une enfant adoptée. Parce que du coup, je peux rencontrer des problèmes de santé, par exemple, hein, un truc tout bête, hein, parce que du coup, moi, ma hantise maintenant, c'est quand je vais chez le médecin, je ressors toujours avec quelque chose, avec d'autres tests à faire parce que on me découvre d'autres maladies. Et ça, c'est quelque chose que j'ai du mal, mais vraiment du mal à encaisser parce que je me dis, mais du coup, si un jour il se passe quelque chose de grave, qui va pouvoir m'aider? Parce que j'ai été adoptée, en fait. L'adoption, c'est pas quelque chose de jovial. C'est vraiment un handicap, en fait, je dirais même. C'est pratiquement un handicap. Parce que là, on m'a découvert plusieurs maladies, enfin deux quoi, mais c'est déjà deux de trop. Et en fait, je ne sais pas d'où elles sortent. Je ne sais pas d'où elles sortent parce que même si je le souhaitais, je ne peux pas faire de test ADN avec mes parents adoptifs parce qu'on n'a pas le même sang. Donc c'est comme s'il allait être corrompu un petit peu le test parce que du coup, bah, il y aura rien de concret en fait dedans. Je ne sais pas quel gène j'ai et ça c'est quelque chose qui me fait extrêmement peur. Ouais, extrêmement peur. Et c'est l'une des raisons de pourquoi j'ai commencé à rechercher mes parents biologiques aussi. On va revenir sur ça juste après. Et donc, ce jour-là, donc je me rends où? Oui, je me rends au CNAOP et je leur dis déjà, je crois que j'ai dû passer 30 minutes à faire le tour parce que j'étais pas sûre que ça soit là. Et donc je me rends au CNAOP, sachant qu'en plus, vous savez, vu que c'est une organisation, bah, qui a été créée par l'État, par la France, hein, il y a le drapeau français, quoi. En gros, avec la dame là au milieu, il y a le drapeau en gros. Donc j'arrive, parce que j'avais quand même regardé sur internet avant d'y aller. J'y suis pas allée à l'aveugle, quoi. Et le vigile arrive quand même à me dire droit dans les yeux, non, c'est pas là. J'ai dit, oh. J'ai dit mais pourquoi vous me mentez comme ça alors que même sur internet c'est marqué que c'est ici en fait. Je comprends pas.
Et à l'époque, le CNAOP, on pouvait les contacter que par mail ou par voie postale. On pouvait pas les contacter avec un numéro de téléphone, c'était pas possible, ils en avaient pas. Donc, je me suis remise à faire 30 fois le tour de la rue en me disant peut-être que je me suis trompée de rue, en fait. Mais non, c'était bien là. Juste, ils m'ont menti parce que ils voulaient pas avoir de visiteurs ou je ne sais quoi. Enfin, tout un truc, quoi. Donc, j'ai fini par partir. J'ai dit, bon, écoute, tant pis, quoi. Tant pis, c'est pas grave. Voilà, quoi. Donc, je finis par partir. J'ai fait ma pause ouais. De toute façon, comme je vous l'ai dit, mes pauses, elles duraient entre 6 mois et presque 1 an, pratiquement. Parce que c'est vraiment quelque chose, faut que vous soyez accompagné. Ouais. C'est quelque chose, faut vraiment que vous soyez accompagné parce que vous savez pas sur quoi vous allez tomber. Vous ne savez pas ce que vous allez affronter aussi. C'est très, très dur, en fait, mentalement. Ouais. C'est quelque chose de très, très dur. Moi, comme je l'ai dit au début, oui, j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur une famille très ouverte. Mais je sais qu'il y en a d'autres où ils ont pas cette chance et ils sont confrontés à tous leurs soucis seuls, en fait. J'espère que vous aurez des personnes qui pourront vous aider dans ce genre de démarche parce que il vous faut vraiment quelqu'un. Mais je vous promets. Et je dis pas ça parce que j'ai envie d'être gentille ou quoi. Je le dis parce que moi, je l'ai vécu à ma manière et ça a été très, très dur. Ouais. Parce que je vous l'ai dit, je suis quelqu'un de très réservé. Très, très réservé. Et donc, les années passent. On arrive à mes 18 ans. J'arrive en études supérieures. Donc, j'arrive en études supérieures. Les études supérieures. Ça a été dur. Ah ouais, ça a été très, très dur. Faut savoir que moi, déjà, mon adoption, je vous l'ai dit, même si je le montrais pas, elle a créé quelque chose de mauvais au début. De très, très mauvais. Ouais. Je savais pas comment la gérer. Déjà, j'étais tout le temps en colère. On savait pas pourquoi. Même moi-même, je ne savais pas pourquoi j'étais tout le temps en colère. Mais je l'étais. J'étais tout le temps en colère. J'étais en colère contre tout le monde. Ça a créé de la dépendance affective envers des personnes que je ne pensais même pas pouvoir apprécier un jour. Même dans mes relations, que ça soit amoureuses ou amicales, ça a été très très dur. Et encore à l'heure d'aujourd'hui, c'est dur. Je fais un énorme travail sur moi-même pour progresser sur ça. Que j'ai pas envie de perdre les personnes qui sont autour de moi en fait à cause de tout ça. Ouais, parce que j'ai vécu un traumatisme, un énorme traumatisme. J'ai perdu ma mère biologique quand même. À l'heure d'aujourd'hui, je lui en veux plus parce que c'est vrai qu'à 14 ans, je lui en voulais beaucoup. Les questions qui nous viennent, c'est pourquoi tu m'as abandonné? Si tu voulais pas de moi, pourquoi t'as pas avorté en fait? C'est quelque chose de très dur à dire, mais c'est la réalité. Sachant que moi, je suis une personne qui dit tout ce qu'elle pense, que ça blesse ou que ça blesse pas, mais je le dis en fait. Et là, je me suis vraiment posé la question, pourquoi tu n'as pas avorté? Moi, j'ai pas demandé à être ici. J'ai rien demandé. Mais je suis là. Et sans toi. Les études supérieures. Comment j'ai pu gérer ça? Donc, j'arrive en éducateur de jeunes enfants. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis mon adoption partout. Pourquoi je suis partie faire éducateur de jeunes enfants? Une formation du social pour ouvrir mon orphelinat. Parce que je pars du principe que maintenant, je vois la réalité des choses, je vois la réalité de la protection de l'enfance, entre guillemets, bien entendu, parce que ça n'existe pas. La protection de l'enfance n'existe pas. Voilà. Comme ça, vous le savez. Eh oui, j'ai envie de créer mon orphelinat parce que j'ai envie, en fait, qu'il y ait des personnes qui ont été adoptées, qui peuvent, en fait, comprendre ce que vivent ces enfants. Parce que si vous regardez bien, les personnes qui gèrent le CNAOP, par exemple, donc ceux qui sont censés nous aider à retrouver nos parents biologiques, ne sont pas des personnes adoptées. Donc c'est normal qu'elles prennent tout leur temps. C'est normal qu'elles comprennent pas le besoin qu'on a de vouloir les retrouver. Donc je me dis, s'il y a plus de personnes comme moi étant adoptées, on peut toujours changer le monde. Moi, c'est mon objectif principal. Après, bien sûr, c'est parce que aussi j'aime beaucoup les enfants. Voilà. Et donc à cette période-là, j'avais fait une grosse pause sur les recherches de ma mère biologique. J'avais mis une pause sur ça parce que c'était la 4e fois, comme je vous le disais tout à l'heure, où il m'envoyait ce questionnaire-là et que j'en avais marre. Franchement, j'en pouvais plus.
Je savais plus où j'en étais. Je voulais juste faire une pause, quoi. Et en fait, je m'attendais pas à ce que mon adoption me revienne en pleine face comme ça du jour au lendemain. Ouais. Je m'y attendais vraiment pas. Alors comment elle est revenue comme une claque dans mon visage. Dans les écoles du social, normalement, parce que dans mon école actuelle, ils l'ont pas fait, mais normalement, ils sont censés le demander. Ils demandent le casier judiciaire. Moi, je savais même pas ce que c'était un casier judiciaire avant qu'on me le demande. Je pensais que j'en avais pas, parce que j'ai jamais commis de délit grave. Donc je m'attendais pas, j'ai jamais commis de délit tout court en fait, mais je m'attendais pas à ce qu'on me le demande quoi. Je savais même pas ce que c'était, donc j'appelle ma mère, je lui dis oui, c'est quoi un casier judiciaire? Elle me dit oui, tu fais la demande sur internet, donc je la fais. Je reçois le bulletin au bout de 48 heures, oui, à peu près. Et là, coup de massue sur la tête, on me dit on ne vous trouve pas. Je dis ah. Là, ça pose problème. Bon, c'était pas marqué exactement ça, mais entre autres. Hein. Et donc là, je le montre à ma mère. Je dis oui, maman, je comprends pas pourquoi ils me trouvent pas dans leur base de données. J'arrive pas à comprendre. Et elle me dit là, il y a un souci, oui. Donc on refait la demande. On attend 48 heures encore. Ça refait la même chose. Je pense que là, à ce moment-là, ça a fait tilt dans le cerveau de ma mère. Et elle a dit bon, il faut qu'on appelle l'ASE. J'ai dit purée. J'ai dit mince alors. Donc on appelle l'aide sociale à l'enfance qui se trouve en Guadeloupe. Donc par où je suis passée pour être placée en orphelinat. J'appelle l'ASE, il m'envoie mon acte de naissance au bout de 3 semaines, je dirais, parce qu'ils sont tellement lents. Je crois qu'ils aiment pas travailler. Non mais je vous le dis honnêtement, hein, parce que j'en ai vu des trucs, hein, mais je pense qu'ils n'aiment pas travailler. Parce que déjà quand ils répondent pas aux mails, alors que c'est eux-mêmes qui m'ont dit d'envoyer un mail. Non, je vous parle vraiment, hein. Ils n'aiment pas travailler. C'est trop. Donc, je devais me justifier auprès de ma formatrice en lui disant, écoutez, madame, j'ai été adoptée et là, j'ai un problème avec mon adoption. Je dois demander l'acte de naissance parce que je peux pas faire ma demande sur le casier judiciaire, tout simplement parce que je crois que quand j'ai changé de nom, ils m'ont pas enregistré comme il se devait. Donc je sais pas comment ils m'ont enregistré, j'avais pas cette identité là quand je suis née. Voilà quoi, je sais pas. Elle m'a regardée, elle m'a dit ah oui quand même ah oui, c'est chaud là. Je dis bah oui, je sais que c'est chaud mais madame, c'est pas ma faute quoi, c'est pas moi qui gère tout ça. Et puis en 18 ans d'existence sur cette terre, en fait, c'est la première fois que ça m'arrive quoi. À partir de là, j'avais compris que mes papiers administratifs allaient être galères. Ça l'a vraiment été, pour le coup. Mon adoption m'a vraiment posé un problème sur mes papiers administratifs. Ouais, c'était très très compliqué d'accéder à plein de choses comme ça. Donc, ils m'ont enfin créé dans les bases de données. Donc, ça fait que 2 ans que j'existe. Je finis par le donner, ce casier judiciaire, parce que si je le donnais pas, je pouvais me faire renvoyer de la formation. Voilà, très clairement, je pouvais vraiment me faire renvoyer, sachant que j'avais quand même payé 700 et quelques euros. Voilà quoi. Non, je voulais pas vraiment me faire renvoyer, non. Donc l'année passe, je gérais très très mal mon adoption parce que vu que je suis dans une école du social, bien entendu, au bout d'un moment, on va arriver à la protection de l'enfance. Et là, on a un formateur qui raconte, mais alors, il racontait n'importe quoi. Non mais, je vous le dis honnêtement. En fait, encore une fois, on met ce genre de personnes sur des thématiques particulières comme l'adoption, par exemple, alors qu'ils ne sont même pas formés dans ça, en fait. Et moi, je trouve ça aberrant parce que ce n'est pas normal. Voilà, honnêtement, c'est pas normal de mettre des personnes qui ne connaissent rien à l'adoption pour en parler à des futurs travailleurs du social. Voilà. Et en fait, le formateur disait que l'adoption c'était quelque chose de jovial, que c'était super bien, que ça faisait le bonheur des parents et que les enfants étaient super contents. Waouh. À ce moment-là, je pense que j'ai pété un câble et je lui ai dit mais arrêtez de mentir. Non, c'est faux. L'adoption c'est pas ça. C'est pas ça l'adoption en fait. Et je lui ai expliqué ce que moi je vivais. Donc oui, je l'ai dit à tout le monde que j'étais adoptée. Voilà, à 18 ans, écoute, j'ai pris la parole et je leur ai dit non, c'est pas ça l'adoption. Je sais pas ce que vous racontez, monsieur, mais c'est pas ça. Et je suis partie de la classe. J'ai dit mais c'est n'importe quoi. Vous mettez des personnes qui n'y connaissent rien
pour nous enseigner des trucs, pour au final, ils nous disent n'importe quoi. Mais stop, en fait. Stop. Et ça, c'est le problème de la France. Faut que je vous le dise honnêtement, c'est le problème de la France. Ils nous bombardent de choses en nous disant, par exemple, que c'est un pays inclusif. Mais il n'y a rien d'inclusif. Il n'y a rien d'inclusif. Vous n'avez rien fait pour moi, par exemple. Je parle de moi principalement, hein, vu que c'est mon témoignage à moi. Mais vous n'avez rien fait pour les personnes adoptées. Quand j'habitais encore à Évry, donc pendant ma première année d'éducateur de jeunes enfants, donc à cette période-là, hein, toujours quand j'avais 18 ans, je suis partie voir une conseillère relationnelle. Ouais, une conseillère relationnelle. Donc c'était un peu comme une psychologue, quoi. Elle m'écoutait parler. Et je lui en parlais. Je disais oui, mon adoption. Voilà, quoi. J'ai extrêmement du mal, j'en peux plus, en fait. Et je sais pas comment faire pour aller bien dans ma peau et me dire que ça va aller. Parce que j'étais en colère déjà contre ma génitrice. Parce que je me suis dit, mais pourquoi elle m'a fait ça, en fait? Et en plus de ça, j'étais en colère contre moi-même parce que je me suis dit, peut-être que j'étais pas assez bien pour elle. Ouais. C'est grave de penser comme ça, hein. C'est vraiment comme ça que je pensais à 18 ans. Je me suis dit, peut-être que quand elle m'a vue, elle s'est dit, ouais, non. Non. J'ai pas envie, en fait. Enfin, là, j'en rigole parce que j'ai pris en maturité et que maintenant, je comprends plus les choses et que je me suis beaucoup renseignée parce que de mes 14 ans à mes 18 ans, je parlais de mon adoption sans plus, mais je me renseignais pas non plus de mon côté. Voilà. Pour moi, c'était inconnu. Tout ce qui était loi, juridiction et tout, je ne connaissais rien. Je n'y connaissais rien. Ouais. Et donc, les jours passent, encore et encore. Bon, je rate mon année, voilà. J'ai raté mon année d'éducateur de jeunes enfants. Et vu que j'avais fait un stage dans une crèche où ça s'était plutôt bien passé, j'y retourne pour y travailler une année entière. J'y retourne, voilà, tout se passe bien. Ah, j'ai oublié de vous dire que quand même, quand le CNOP m'a répondu, ils m'ont quand même envoyé mon dossier d'adoption, voilà. Le dossier que mes parents avaient déjà, hein, voilà. Ils me l'ont envoyé quand même au bout de la 4e fois de relance, mais bon, au moins ils me l'ont envoyé. Après, c'est pas quelque chose qui m'a servi à grand chose parce que, comme je vous le disais, mes parents l'ont, donc j'avais juste à fouiller dans leurs affaires et puis je l'avais, quoi. Voilà. Plus mon acte de naissance, du coup, j'avais, qu'ils m'ont envoyé, mais ça c'est, si je me trompe pas, c'est l'aide sociale à l'enfance qui me l'a envoyé. Voilà, ça fait un bout de temps maintenant, mais ouais, je crois que c'est l'aide sociale à l'enfance qui m'avait donné mon acte de naissance. Donc bon, je l'avais, ok, j'étais contente, mais c'est pas ça qui répondait à mes questions. Donc en soi, je m'en fiche, quoi. Donc bon. Et donc je pars travailler en crèche. Donc j'avais 19 ans, enfin je venais d'avoir 19 ans à ce moment-là. Je fais ma vie, quoi, hein. Voilà, je fais ma vie, je travaille et tout. Et un soir, voilà, parce que moi je travaille, je réfléchis beaucoup par pulsion, en fait. Là, chaque relance que je faisais, c'était vraiment par pulsion. C'est pas dans l'objectif d'attendre une réponse, mais c'est dans l'objectif de me soulager d'un poids un peu, en me disant, au moins t'as fait quelque chose. Ouais, c'est comme ça que je réfléchissais. C'est au moins tu as essayé et t'es pas là à rien faire, quoi. Et donc, un jour, j'ai contacté les hôpitaux qui se trouvaient en Guadeloupe. Donc, je rentre du travail, je me pose dans ma chambre. Il devait être 21h. C'était en heure d'été, donc il y avait 6 heures de décalage à ce moment-là. En hiver, il y en a 5, en fait. C'est pour ça que je précise. Donc, il devait être 15 heures en Guadeloupe, à peu près. Je décide de contacter les hôpitaux. Je les appelle tous. Voilà, parce que vu que, comme je vous ai dit, j'ai mon acte de naissance, où c'est marqué, en fait, Alexia Marie Eulalie, née aux Abîmes, rue Chauvel, en Guadeloupe. Là, il y a un truc qui va pas déjà. Voilà. Déjà, l'adresse, je la trouve extrêmement bizarre parce que du coup, ça fait que il n'y a pas de numéro devant cette rue, en fait. C'est pas marqué 36 rue Chauvel ou autre. C'est juste marqué rue. Moi, je fais partie d'une adoption plénière. Donc, toutes les informations sont cachées. Je fais partie d'un puzzle à trous, en fait. Ouais. Parce que même sur mon acte de naissance, sur un acte de naissance normal, vous avez toutes les informations, père, mère, le nom de vos parents, etc. Moi, tout ça, je ne l'ai pas. Pourquoi? Comme je vous le disais, hein, je fais partie d'une adoption plénière. Et les adoptions plénières, c'est
être nés sous le secret. C'est comme ça qu'on les appelle maintenant. Enfin, c'est comme ça qu'on nous appelle maintenant. Et donc, ce qui fait qu'ils n'ont pas le choix, on va dire ça comme ça, ils n'ont pas le choix de cacher les informations. Donc, le prénom de ma mère biologique, son nom de famille, ont été cachés par des astérix. Et ce jour-là, je décide d'appeler les hôpitaux, je les appelle tous un par un. Et tous les hôpitaux me disent, non madame, on vous a pas. Là, coup de massue encore une fois. Il y a un hôpital qui m'aide et qui me dit, bah, contactez le CNAOP. Ah, si vous saviez à quel point je les ai contactés et qu'ils m'ont tellement jamais répondu. Ouais. Donc, j'ai abandonné. J'ai appelé un hôpital qui m'a dit, oui, mais madame, nos archives se suppriment à 20 ans. Suppriment à 20 ans. Donc là, en fait, il est en train de me dire qu'il me restait 9 mois, c'est dans une grossesse, avant que mon passé se supprime. C'est ça qu'il est en train de me dire, en fait. Donc, en fait, ça me faisait double coup de massue sur la tête. Je me suis assise sur mon lit et j'ai commencé à douter de mon existence. Je me suis dit, mais en fait, c'est quoi ce bazar? Et moi, à cette époque-là, je ne savais pas qu'ils n'avaient pas le droit de me dire d'où je venais. Parce que je fais partie d'une adoption plénière. J'ai dû leur expliquer mon histoire. Et je pense qu'ils m'ont trouvé, mais qu'ils me l'ont pas dit. Tout simplement. Ouais. Pourquoi? Pour protéger la mère. Bien sûr. On protège pas les enfants. On protège les parents en priorité. Ouais. C'est la vie. Enfin, dans le cas de l'adoption, hein. Dans les autres cas, j'en sais rien. Mais dans mon cas, c'est ce qu'ils ont fait. Je m'assois sur mon lit, j'appelle quelqu'un, je me mets à pleurer, je dis, mais attends, pause, je comprends pas, en fait. Je ne comprends pas. Comment ça, personne ne m'a, et en plus de ça, ils me disent que dans 9 mois, ils suppriment les archives. J'ai ressenti une colère monstre. Je me suis dit, mais c'est quoi ce pays, en fait? Donc, imagine, t'as 25 ans, tu veux retrouver tes parents biologiques, et on te dit, oui, les archives se sont supprimées à 20 ans. Mais ça va pas. Mais c'est quelque chose d'extrêmement grave pour des personnes en plus dans notre situation. Le lendemain, je vais au travail comme si de rien n'était, alors que toute la nuit, j'étais en train de pleurer, quoi. J'en parle à ma collègue préférée et je lui explique tout ce qui s'est passé hier soir. Et elle me dit, attends Alexia, je reviens. Elle me dit, quand elle revient, elle me dit, contacte cette association. On peut rien faire soi-même parce que c'est beaucoup de papiers administratifs en fait en France. C'est ça le problème, c'est que on doit toujours passer par des papiers administratifs et c'est mais alors très compliqué pour nous. Enfin pour les adoptions nationales, hein, internationales, je m'y connais pas encore assez bien pour vous confirmer quoi que ce soit. Et à ce moment-là, la dame que j'ai eue au téléphone m'a appris que mon troisième prénom qui se situe sur ma carte d'identité était mon nom de famille. Je dis waouh, mon nom de famille. Ok, bon. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Donc, je recontacte le CNAOP dès mon arrivée chez moi le soir. Je leur dis, oui, bonjour, excusez-moi, voici mon questionnaire avec mon vrai nom de famille, mon nom de naissance, celui que j'avais avant de me faire adopter. Et je me suis dit, peut-être que là, j'ai débloqué quelque chose. Ouais, peut-être que j'ai débloqué quelque chose. Pas de réponse. Encore. Bon. Les mois passent, je fais une pause, encore une fois. À la même période, à peu près, j'ai plus les dates exactes en tête, mais c'était à peu près à la même période. Et on m'avait dit que mon dossier n'avait pas été pris en charge. Vous allez très vite comprendre pourquoi je vous parle de tout ça, hein, et pourquoi je vais vous sortir des petites dates. Mon dossier n'a pas encore été pris en charge. Je dis ok, bon, il n'a pas été pris en charge, c'est pas grave, quoi, c'est normal. Ça prend du temps. Bon, ça faisait quand même déjà 4 ans. Mais j'essaye de leur trouver des excuses, on sait jamais. On arrive, on avance, le 13 mars 2024. Donc l'année dernière. Ah oui, ça date de l'année dernière. C'était en 2023, la première fois où ils m'ont dit que mon dossier n'était pas pris en charge. Je fais une longue pause, ouais, parce que je faisais toujours des longues pauses, moi. Donc le 13 mars 2024, voilà, le 13 mars 2024, ils me disent, ils attendent la réponse de mon hôpital. L'hôpital où je suis née. Je dis quoi? À ce moment-là, ça a mis un doute dans ma tête. Mais j'avais pas encore tilté de quoi il s'agissait. Non, j'avais pas compris encore. Donc je dis ok, ils attendent. Moi aussi j'attends de toute façon. Et là, on arrive pendant les grandes vacances, donc les grandes vacances de 2024. Je pars en Guadeloupe pendant 1 mois. Donc best life quoi. Le seul truc quand je vais en Guadeloupe, c'est que je pense beaucoup au fait que je suis née là-bas, mais aussi que du coup, je peux croiser ma génitrice à tout moment. Ouais. Enfin,
C'est comme ça que moi je voyais les choses et c'est comme ça que je les vois toujours un petit peu. Parce que je me dis, la Guadeloupe, c'est pas si grand que ça. Et si elle est toujours en Guadeloupe, à tout moment, je peux la croiser, quoi. Donc ça, c'est quelque chose d'assez compliqué, sachant que quand je vais en Guadeloupe, la plupart du temps, je vais toujours dans mon orphelinat. Cette année, j'y suis pas allée, tout simplement pour la bonne raison que mon père m'a dit que il avait un ami qui travaillait à la maison de l'enfance de la Guadeloupe et il m'a dit qu'il pouvait m'aider. Je dis ouais, super. Je connais quelqu'un de l'intérieur en fait, donc ça ira encore plus vite. Je me suis trompée. Donc on arrive une semaine avant le départ. Non, même pas une semaine, quelques jours avant le départ. Je rentre de la plage avec ma mère et ma sœur. Et là, ma mère, elle me dit, oh, c'est lui. Je dis, oh. Je dis, qu'est-ce qui lui arrive? Elle s'arrête brusquement et je lui dis, mais de qui tu parles? Elle dit, mais oui, c'est lui, Philippe, l'ami de ton père. Je dis, oh. Désolée. C'est tellement récent que j'en rigole encore, en fait. Parce que c'était magique, ce moment. Parce que si on l'avait pas croisé là, on l'aurait jamais croisé. C'était magique. J'étais abasourdie, je savais même plus quoi dire. Et là, on court. En plus, il était en plein mariage. C'était le mariage de sa nièce. Mais c'était le moment des photos. Donc, on en a profité. Et on court, on part le voir. On dit, oui, c'est nous, madame, et enfin Alexia et Josie, la fille et la femme de Patrick. Ah oui, c'est vous. Et là, je lui parle et je lui dis, oui, c'est vous qui travaillez dans mon orphelinat. Parce que je recherche mes parents biologiques. Ouais. Il m'a dit, bah oui, tu peux me contacter à ce numéro-là. Donc, il m'a donné son numéro, je lui ai dit au revoir. Je l'ai contacté en septembre, donc quand je suis revenue en métropole. Je l'ai contacté et il m'a dit, ok, ben tu me fais une lettre, tu me fais un mail et je transfère tout ça à la présidente. Je dis, ok. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je vous fais tout ça. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai envoyé une lettre, je lui ai tout fait. Voilà, j'ai attendu une réponse, j'attends 1 mois, 2 mois. En fin octobre, je lui envoie un message, je lui dis oui, vous en êtes où? Est-ce que vous avez trouvé ou pas du tout? Il me dit oui, je suis désolée, ça a été un peu compliqué, là on est tous tombés malades et tout. Je dis ok, il y a pas de souci, j'attends. Donc j'attends encore et encore. Entre-temps, j'avais quand même recontacté le CNAOP qui ne m'avait pas donné de réponse au début, encore et encore. Et je les ai contactés peut-être en 2 mois. Je les ai contactés 3 ou 4 fois. Ouais. Et ouais, je les ai contactés 3 ou 4 fois, comme je vous le disais. Et à partir de là, j'ai encore décidé de faire une pause jusqu'en janvier. Mais entre-temps, ma vie a basculé encore une fois. Elle a beaucoup basculé, ma vie. Hein. En 6 ans, elle a énormément basculé. De toute façon, quand vous faites ce genre de recherche, vous allez voir, votre vie, elle change en fait. Elle change énormément. Et moi, c'est en novembre où ma vie... elle est devenue, je dirais pas merveilleuse, hein, mais c'est incroyable. Parce que juste avant, j'ai eu 20 ans en octobre. 3 semaines avant mon anniversaire, j'ai fait une crise d'angoisse. Je croyais que j'allais mourir. Je ne savais plus, j'arrivais plus à respirer. La dernière fois que j'ai fait une crise d'angoisse d'une telle importance, c'était quand je passais le bac. Oui, c'est quand je passais le bac que j'ai fait une crise d'angoisse aussi importante que celle-là. J'étais à 2 doigts de finir à l'hôpital, je ne savais plus où me mettre. Cette année-là, j'ai pas fêté mon anniversaire. Parce que je savais que à ce moment-là, c'est là où ma vie n'allait plus avoir aucun sens. Je me suis rappelé le jour où la personne que j'ai eue au téléphone de l'hôpital m'avait dit, Madame, les archives se suppriment à 20 ans. Et là, non. J'y ai pas pensé pendant 9 mois. Je n'y ai pas pensé pendant 9 mois. Et là, 3 semaines avant mon anniversaire, j'ai dit non. J'ai pas fêté mes 20 ans à cause de ça. Hein. Je l'ai fêté avec mon copain, pas avec personne, aucun membre de ma famille. Ouais, non, c'était plus fort que moi, je ne pouvais pas. Déjà, j'avais plus mon frère avec moi parce qu'il a déménagé en Guadeloupe. Et comme je vous l'ai dit, mon frère et moi, on a une complicité on dirait, on est une fratrie biologique, quoi. Donc, j'ai pas fêté mon anniversaire à cause de ça. J'ai pas fêté mon anniversaire à cause des archives qui se supprimaient à 20 ans. C'était vraiment quelque chose de compliqué pour moi à gérer, en fait. Je ne savais plus comment gérer tout ça. Quand j'ai pu enfin passer à autre chose, parce que ça, je l'ai affronté toute seule, hein. Il y avait personne avec moi pour affronter ça. Non. Je l'ai affronté toute seule.
J'en veux à personne pour ça, hein, parce que c'est ma faute. J'en ai parlé à personne, justement. Je suis restée dans mon coin. Mais ce jour-là, ouais, j'ai cru que j'allais mourir. Très clairement, je n'arrivais plus à respirer. J'avais même peur de ce que je pouvais faire. Je pense qu'en 20 ans d'existence, c'était la première fois que je me voyais dans cet état-là. Je me faisais peur. Et on arrive en novembre, excusez-moi. Et on arrive en novembre, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré une seconde famille, si je peux les appeler comme ça. C'est là où j'ai rencontré toutes les personnes adoptées que je connais maintenant. Je me suis sentie tellement épanouie, hein. Oh là là. C'était ce mois, je ne pourrai jamais l'oublier. Je me suis sentie tellement épanouie parce que j'ai trouvé des personnes qui me comprenaient. J'ai trouvé des personnes qui savaient ce que je voulais dire. J'avais pas besoin de passer par plusieurs chemins pour qu'ils comprennent, en fait. Ce mois-là, c'était quelque chose c'était bien. Je me sentais bien, en fait. Pour la première fois depuis longtemps. Je me sentais réellement bien et à ma place. Je me sentais même plus différente. Alors que, quand je suis avec des personnes, on va pas dire normales, parce que je reste une personne normale, en quelque sorte. Mais des personnes non adoptées, je me sens un peu exclue parfois. Parce que des fois, je ressens des moments où je me sens seule, en fait. Même entourée, je me sens seule. Et ça, c'est quelque chose où je dois travailler dessus, déjà, pour commencer, comme je vous l'ai dit au début. Ça a joué beaucoup sur toutes mes relations, amicales ou amoureuses. Et ça a été très, très dur. Et ça l'est toujours maintenant. Mais j'en parle juste pas. J'essaye de changer de mon côté et j'essaye de le faire toute seule. J'ai rencontré l'association Adopte Écoute, qui nous ont invités au Sénat pour débattre en fait avec des personnes, une journaliste, des chercheurs, une dame qui travaille dans l'association MAI pour les adoptions internationales, pardon. La salle était remplie de personnes adoptées en fait. Et je me suis sentie moins seule parce que à ce moment-là, j'ai pris la parole et je leur ai dit mais vous pouvez pas nous demander de nous comporter normalement alors que on sait pas comment faire. On sait pas comment faire pour se comporter normalement. Certes, dans mon cas, j'ai reçu tout l'amour que je devais, mais ça veut pas dire que je reste une personne normale parce que je me pose des questions, j'ai un cerveau pour réfléchir. Je me pose beaucoup de questions sur ma vie, sur mon passé, sur moi. Et des fois, je me dis comment je vais faire pour plus tard, quand j'aurai mes propres enfants. Comment je vais réfléchir. Ça, c'est quelque chose de très grave. Et ils nous donnent pas de suivi psychologique. Pour les adoptions nationales, je sais pas comment ça se passe pour les adoptions internationales, mais nationales, donc en France, on a des post-adoptions. Donc, les parents adoptifs ont des suivis avec des éducateurs, des assistantes sociales, etc. Mais nous, on n'a pas de suivi psychologique. Et en plus de ça, la dame qui travaille dans l'association MAI nous a dit quoi. Ce jour-là, j'étais abasourdie, je savais plus quoi dire en fait. Elle nous a dit oui, on vous a mis une psychologue. Et là, il y a une fille qui s'est levée et qui a dit mais est-ce que votre psychologue elle est formée à l'adoption? Parce que si elle est juste formée en psychologie, c'est quoi le rapport en fait? Elle comprendra pas ce qu'on vit. Elle comprendra pas. Et en plus de ça, pour aller la voir, ça je leur ai dit aussi, pour aller la voir, faut payer 100 €. Je leur ai dit mais la plupart des personnes qui viennent vous voir, ce sont des mineurs. Comment ils font pour payer si ce sont des mineurs? C'est leurs parents qui doivent payer pour leur santé mentale. Bah, je suis désolée, mais non. Bah, non. C'est quelque chose qui devrait être gratuit parce que nous, on n'a rien demandé en tant qu'enfant adopté. J'ai pas demandé à être adopté. J'ai même pas demandé à être sur cette terre, pour rappel. Et en plus de ça, pour que je me sente bien, pour avoir quelqu'un qui m'écoute, je dois payer plus de 100 €. Bah, ouais, mais non. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a un taux assez élevé quand même d'enfants adoptés qui se suicident. Ouais. Faut le dire honnêtement, hein. On voit pas les choses comme ça parce qu'ils font beaucoup passer l'adoption comme quelque chose de jovial. Ça, je l'ai toujours dit, je le dirai toujours de toute façon. Ils font passer l'adoption pour quelque chose de jovial à travers les films, les dessins animés, etc. Ou même autres, hein. Je dis un basique, mais voilà. Alors qu'en vrai de vrai, on rend les parents biologiques, les parents adoptifs heureux. Mais personne s'occupe de nous. Personne s'occupe de notre santé mentale. Ça, c'est quelque chose que faut revendiquer encore une fois, hein. Ce mois-ci, novembre, ça a été quelque chose d'incroyable pour moi. Parce que c'est à partir de là que j'ai compris. C'est à partir de là où j'ai ouvert les yeux sur ce qui était réellement l'adoption. Et c'est pour ça que j'ai décidé de créer mon association et mon podcast. Voilà. Donc, on arrive en janvier.
ce mois-ci, le 16 janvier 2025, je sais pas ce qui m'arrive. Ouais, je sais pas ce qui m'arrive, mais ce jour-là, j'ai décidé d'envoyer un message au CNAOP. Enfin, un mail. J'aurais dit oui, en fait, je leur envoyais un pavé. Je leur ai dit oui. Par contre, moi, je ne comprends pas. Et il n'y a pas de communication. Vous me dites depuis le début que vous attendez la réponse de l'hôpital. Je dis ok, il n'y a pas de souci. Et ils me disent oui, votre dossier est en cours d'instruction. Donc en gros, il est pas pris en charge. Je dis ok, bon, je leur ai pas répondu. Hein. Et le 16 janvier 2025, et je viens de me rendre compte que je m'étais trompée dans la date juste avant. C'était quand il m'avait répondu? Je sais plus. Si, c'est ça. Si, c'est ça. C'est le 16 janvier 2025 où il m'avait répondu que mon dossier était en cours d'instruction. Et c'est là, le vendredi 21 février 2025, que je leur envoie donc le mail en question où je leur dis il n'y a pas de communication, vous êtes en train de vous moquer de moi. À ce moment-là, je cherchais des preuves dans tous les mails que j'avais parce qu'ils ont changé de mail entre-temps et je cherchais le mail où ils me disaient qu'en fait, ils attendaient la réponse de l'hôpital. Et là, au lieu de tomber sur ce mail-là, je tombe sur un mail qui date de 2023 du coup où ils me disaient que mon dossier n'était pas pris en charge. Et là, dans ma tête, ça fait tilt. Je dis il y a quelque chose qui est pas cohérent dans tout ce qu'ils sont en train de me dire. Je prends tout ça en capture d'écran, j'envoie le premier mail où ils me disent que mon dossier est en cours d'instruction. Là, je retrouve le mail où ils me disent que qu'ils attendent la réponse de l'hôpital. Et le dernier mail, donc le 16 janvier 2025, où ils me disent que mon dossier n'est pas pris en charge. Là, je leur envoie tout ça, je leur envoie le mail, je leur ai dit, maintenant regardez les dates et arrêtez de vous moquer de moi. Là, j'attends une réponse pour de vrai. Sinon, je vous promets que je vais arriver devant votre entreprise. Là, je rigole plus. 2 heures après, il y a une dame qui m'appelle. J'étais à l'école, donc je l'ai rappelé après. Et elle m'avait laissé un message. Elle me dit oui, bonjour, c'est je sais plus trop comment elle s'appelle, mais bon, bref. Et donc à ce moment-là, elle me dit oui, madame, rappelez-moi vite parce que j'ai des informations, j'ai bien reçu votre mail. Donc je pense que dans mon mail, elle a vu ma colère déjà pour commencer. Et en plus de ça, quand elle m'a dit qu'elle venait du CNAOP, quand je suis sortie de l'école, je l'ai rappelée. Je lui ai dit oui, bonjour, c'est moi, Alexia. Vous m'avez appelé tout à l'heure. Et là, elle me dit oui, madame, désolée de l'attente. Ouais, bien sûr. Mais on a des informations pour vous. Waouh. Elle m'a dit on a un nom, un prénom et une date de naissance. À ce moment-là, je savais pas si c'était réel. Ouais. Je pensais que je rêvais. À ce moment-là, je pensais réellement que je rêvais. Et c'était quelque chose d'incroyable parce que je me suis battue en fait. Mais le pire dans tout ça, en plus de ça, elle m'a dit, oui, début février, on vient d'avoir les informations. Donc début février, on est maintenant, j'enregistre aujourd'hui le 24 février, et ça s'est passé le vendredi 21 février. Donc en 2 semaines, personne s'est dit qu'il fallait me contacter, quoi. Enfin bref. Et donc, ah là là. En fait, j'ai pas les mots pour vous dire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, mais je vous promets que j'ai ressenti un soulagement énorme. Parce que je me suis dit, j'ai réussi. Ouais. C'est le premier truc que je me suis dit. J'ai réussi. Je n'ai pas lâché et me voilà. J'ai pleuré, hein. J'ai pleuré parce que j'étais heureuse. J'étais heureuse de savoir que j'avais enfin pu la retrouver. Ouais. Là, j'attends juste qu'on me rappelle pour me dire si elle veut bien me rencontrer ou pas. Maintenant, même maintenant, je sais même pas quoi vous dire parce que c'est tellement récent et c'est tellement beau en même temps. C'est incroyable que en 6 ans, j'ai pu la retrouver. Ouais. J'ai appelé mon père, j'ai appelé mon frère, parce que je suis obligée de lui raconter à mon frère, c'est mon meilleur ami, je suis obligée de lui raconter. J'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma famille, j'ai appelé tout le monde en fait, et je leur ai dit, j'ai réussi. Je l'ai retrouvée. Ouais. Maintenant, j'attends juste la confirmation de si elle veut bien me voir, si c'est bien elle, etc. Ouais. J'espère que ça vous a plu. J'espère aussi ne rien avoir oublié. Voilà. Mais j'espère en tout cas que ça vous a plu, que maintenant vous me connaissez un petit peu mieux. Et je voulais dire aussi, pour les membres de ma famille qui vont écouter cet épisode, mon témoignage, merci. Merci à vous, parce que vous avez été là. Vous m'avez jamais renié, donc merci. Vous connaissez mon nom, pas mon histoire. Au revoir, à bientôt sur la face cachée de l'adoption.